Avec plus de 10 000 espèces actuelles, les oiseaux sont 2 fois plus nombreux que les mammifères. On les retrouve dans tous les milieux, la terre, l'eau et bien sûr les airs. Avec ces grandes diversités, tant spécifiques qu'écologiques, les oiseaux se placent donc comme des champions de l'évolution. Pourtant, tous ces volatiles ne représentent en réalité qu'une fraction du vrai groupe des oiseaux. De nos jours, nous observons uniquement les survivants de la plus célèbre des extinctions de masse, survenue il y a 66 millions d'années. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au groupe dans sa totalité, fossiles compris. Je vous propose donc une aventure retraçant l'histoire de l'origine des oiseaux. Si aujourd'hui l'origine dinosaurienne des oiseaux fait consensus, pour les scientifiques cela n'a pas toujours été le cas. Mais avant de plonger dans le passé, nous allons éclaircir un point. Vous croisez sûrement dans des livres, des articles ou même des documentaires que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Eh bien, cette affirmation est à la fois vraie et fausse. La raison est très simple, c'est qu'il peut y avoir 2 sens derrière le mot descendance. Voyons d'abord le mauvais. Selon ce dernier, les oiseaux prennent la relève des dinosaures de la même manière que les enfants prennent la place de leurs parents dans une filiation généalogique. Les oiseaux sont donc une nouvelle génération remplaçant l'ancienne représentée par les dinosaures. Oiseaux et dinosaures deviennent ainsi 2 entités incompatibles. Donc, si vous aviez cette vision, il conviendra de la remplacer par la suivante. Il faut voir derrière le mot « descendance » ce qu'on appelle une lignée évolutive. Ce qui change, c'est que, dans ce cas, les oiseaux sont les descendants de certains dinosaures, mais pas de tous. Mais, compte tenu de l'incomplétude du registre fossile, car la fossilisation est un événement rare, nous ne pourrons jamais reconstituer de manière exhaustive la chaîne de descendance dinosaurienne aboutissant aux oiseaux. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé l'esprit. Retenez donc que les oiseaux descendent de certains dinosaures et donc sont des dinosaures. We're descended from dinosaurs. À présent, on peut se plonger dans le vif du sujet. Comment en sommes-nous arrivés à considérer que les oiseaux appartiennent au groupe des dinosaures ? Pour cela, remontons au XIXe siècle avec un certain Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, chevalier de la Marque. Niveau nom et titre à rallonge, ça rigolait pas à l'époque. De quoi faire rougir Daenerys. Ployez le genou. Revenons à nos oiseaux. Lamarck est donc le premier scientifique à s'interroger en 1809 sur leur origine. La présence d'un bec chez les tortues et les oiseaux lui fait supposer que ces 2 groupes sont forcément liés. Il pense que les oiseaux sont les descendants des tortues. Avec ses propres mots, voici une démonstration de son hypothèse. Si je place la tête d'une tortue sur le cou de certains oiseaux, je n'aperçois presque aucune différence dans la physionomie générale. Tu trouves qu'il y a un air de famille entre eux ? Cette idée n'a pas vraiment marqué l'histoire des sciences. Et après cela, il va falloir faire un bond de 52 ans dans le temps pour entendre à nouveau parler de l'origine des oiseaux. En 1861, le paléontologue Hermann von Meyer décrit une plume fossile trouvée dans les calcaires lithographiques de Bavière en Allemagne. Avec ce fossile, les oiseaux gagnent une origine remontant au Jurassique, et Meyer la baptise Archaeopteryx lithographica, signifiant plume ancienne des calcaires lithographiques. Un squelette est ensuite découvert la même année près de J'aurais dû prendre allemand en LV2. Bon, ok Google. Langenaltheim. Petite anecdote, un Meyer parlera d'ailleurs de ce fossile dans un article sans jamais l'avoir vu. Or, ce squelette n'est en réalité pas le premier. Et ironiquement, Meyer avait eu entre ses mains les premiers restes d'Archaeopteryx. En 1855 était découvert près de Riedenburg un fossile que Meyer décrivit comme un ptérosaure appelé Pterodactylus crassipes, mais qui sera identifié comme Archaeopteryx par John Ostrom
qu'en 1970. Revenons au 19e siècle, nous retrouverons Ostrom plus tard. En 1863, le spécimen que Meyer n'avait pas vu est décrit par un des savants les plus célèbres de l'époque, Sir Richard Owen. Vous le connaissez certainement, il est à l'origine du terme dinosaure, terme qu'il utilisa en 1842 pour réunir 3 reptiles fossiles, Megalosaurus, Hyéalosaurus et Iguanodon. Pour Owen, Archaeopteryx est simplement un oiseau particulier qui a conservé des caractères embryonnaires à l'âge adulte. Rien de bien extraordinaire du coup selon lui. Notons qu'Owen décrit au passage un fragment de mâchoire de poisson au niveau du bassin qui s'avérera appartenir en réalité à Archaeopteryx, comme le démontra John Evans en 1881. Mais d'autres savants étaient loin d'être en accord avec les idées d'Owen. C'était par exemple le cas de Carl Gegenbauer, qui en 1864 mit en évidence des similitudes entre les oiseaux et les dinosaures grâce à Archaeopteryx et un certain Compsognathus. Pour lui, les caractères communs entre ces fossiles et les oiseaux modernes étaient la preuve d'un étroit lien de parenté. Peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Regardez cet os pubien, tourné vers l'arrière comme un oiseau. Regardez les vertèbres, pleines de poches d'air et de cavités comme un oiseau. Mais les choses commencèrent à prendre un tournant lorsque Thomas Huxley, surnommé le Bulldog de Darwin, fervent évolutionniste, publia des articles en 1867, 68 et 70. Il y expliqua non seulement l'étroite parenté entre oiseaux et reptiles, mais va jusqu'à suggérer que les dinosaures étaient les animaux les plus proches des oiseaux. Archaeopteryx étant dans ses démonstrations le plus ancien oiseau connu d'après divers éléments anatomiques tels que son bassin, ses membres postérieurs et bien évidemment ses plumes. Mais le plus intéressant reste le fait qu'à ses caractères aviens, Archaeopteryx possède aussi une longue queue et des doigts griffus non fusionnés typiquement reptiliens. Huxley propose même un scénario évolutif. Selon ce scénario, les dinosaures, plus particulièrement Archaeopteryx et Compsognathus, servent de pont entre les reptiles et les oiseaux. Mais voilà qu'outre-Atlantique, de nouveaux fossiles vont venir soutenir ce scénario. Et cela pour le plus grand désespoir des nombreux paléontologues et autres savants anti-évolutionnistes de l'époque. Nous sommes en 1872 et Othniel Charles Marsh décrit de petits restes fossiles qu'il baptise Ichthyornis. Dans cette description, le paléontologue estime que les mâchoires dentées appartiennent à un reptile marin ayant été mélangées avec le squelette d'un oiseau. Mais l'année suivante, il se rend compte de son erreur. Marsh vient de décrire le premier oiseau à dents de l'histoire des sciences. Plus tard, en 1877, un crâne en bon état d'un autre oiseau fossile du Crétacé, qu'il avait décrit en 1872, nommé Hesperornis, révèle lui aussi la présence de dents. Marsh a donc décrit les 2 premiers oiseaux à dents connus. À son tour, il ne se prive pas de montrer son adhésion aux idées évolutionnistes. Les classes des oiseaux et des reptiles, aujourd'hui vivantes, sont séparées par un gouffre si profond qu'il y a quelques années, il a été cité par les opposants à l'évolution comme la rupture la plus importante de la série animale, et que cette doctrine ne pouvait pas être comblée. Compsognathus et Archaeopteryx de l'Ancien Monde, et Ichthyornis et Hesperornis du Nouveau, sont les tremplins par lesquels l'évolutionniste d'aujourd'hui conduit le frère douteux à travers le reste peu profond du gouffre autrefois pensé infranchissable. Darwin ne tarde pas à lui rendre l'ascenseur en 1880 en disant à propos des fossiles de Marsh qu'ils ont fourni le meilleur soutien qu'ait reçu la théorie de l'évolution. Je profite de l'occasion pour revenir en Europe, car Sir Richard Owen, en tant qu'ardent adversaire de la théorie de l'évolution, s'oppose aux idées d'Huxley et il publie en 1875 des travaux faisant des oiseaux les descendants des ptérosaures. Peu de temps après, en 1881, Harry Seeley publie lui aussi un article soutenant l'idée d'Owen d'une origine ptérosaurienne des oiseaux. Ils sont par la suite rejoints par Robert Wiedersheim. Ce dernier publie 4 articles sur le sujet, respectivement en 1883, 84, 85 et 86. Arrête-toi. En opposition aux publications de Wiedersheim, George Bohr publie des articles aux mêmes années
supportant de son côté l'origine dinosaurienne, rejoignant ainsi les idées de Gegenbauer et Huxley. Finalement, c'est dans cette période de débat qu'est décrit en 1884 le plus célèbre des spécimens d'Archaeopteryx. C'est d'ailleurs le premier avec un crâne complet, révélant de nombreuses petites dents. Archaeopteryx rejoint donc le panthéon des oiseaux fossiles à dents, aux côtés d'Hesperornis et d'Icturnus. Si pour Huxley et ses adhérents de la thèse dinosaurienne, ce nouvel Archaeopteryx possède toutes les caractéristiques pour réunir oiseaux et dinosaures, ce n'est pas le cas des opposants. Pour Seeley, Owen et autres partisans anti-évolutionnistes, les caractères interprétés par Huxley comme homologues, c'est-à-dire issus d'un ancêtre commun entre dinosaures et oiseaux, ne sont en réalité que le résultat d'une convergence évolutive. La similitude dinosaure-oiseau ne serait pas héritée d'un ancêtre commun et serait donc une analogie. L'histoire se poursuit au XXe siècle et dans un premier temps, c'est l'idée d'une analogie entre oiseaux et dinosaures qui l'emporte avec de nouvelles hypothèses. Henry Fairfield Osborn, qui sera célèbre pour avoir décrit et nommé Tyrannosaurus rex, proposa en 1900 que les oiseaux étaient issus des rhincocéphales. Juste une petite parenthèse ici, les rhincocéphales ont beau beaucoup ressembler à des lézards, ils n'ont rien à voir avec ces derniers, ce ne sont pas des lézards. On verra ça dans une autre vidéo. Peu après avoir adhéré à l'hypothèse d'Osborn, le paléontologue Robert Broom proposa la sienne en 1913. Pour lui, les oiseaux avaient pour ancêtres des pseudosuchiens, c'est-à-dire le groupe contenant la lignée crocodilienne et tous les reptiles plus proches des crocodiles que des autres. Selon lui, Euparkeria capensis, un petit pseudosuchien d'Afrique du Sud, est le candidat parfait pour être à l'origine des oiseaux. Mais voilà qu'en 1921, Branislav Petronviek conclut que les oiseaux sont les descendants des lézards. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour le moment, c'est les lézards. Les gros lézards, les mousses moches et méchants. Bon, vous l'avez compris, hein, y a autant d'idées sur l'origine des oiseaux que de paléontologues qui s'y intéressent. Mais les dinosaures sont à présent de mieux en mieux connus grâce aux découvertes de plus en plus nombreuses. Malgré tout, c'est l'hypothèse dite técodonte qui va s'imposer sur toutes les autres. Le groupe des técodontes, aujourd'hui, n'est plus valide, mais il désignait à l'époque le regroupement de reptiles vivant au Trias entre 250 et 200 millions d'années et qui n'étaient ni des dinosaures, ni des ptérosaures, ni des crocodiles. C'est ce qu'on appelle un groupe poubelle. Le succès de cette hypothèse est dû à la publication de The Origin of Birds en 1926 par Gerard Heyleman. Heyleman passe en revue les différentes hypothèses émises et reconnaît que les reptiles les plus proches des oiseaux sont les dinosaures. Les dinosaures semblent ne pas posséder de clavicules ou de furcula, fusion des clavicules chez les oiseaux, qu'on appelle aussi la fourchette. Or, Heyleman suit à la lettre la loi de Dollo. Selon cette loi, une structure ou un organe perdu au cours de l'évolution ne peut pas réapparaître au sein d'une lignée. De ce fait, les dinosaures n'ayant pas de clavicule, ils ne peuvent donc pas être à l'origine des oiseaux qui en ont une. Heyleman remarque cependant que les técodontes, comme Euparkeria, ont des clavicules. Il conclut donc naturellement que les oiseaux sont les descendants des técodontes. Pendant environ 50 ans, cette hypothèse va dominer toutes les autres. Ironiquement, Osborn avait décrit 2 ans avant la parution du livre d'Heyleman les restes du dinosaure Oviraptor possédant des clavicules fusionnées, la fameuse fourchette. Malheureusement, Osborn ne l'identifie pas. Pour lui, il s'agissait d'un os se situant entre les clavicules. Quelle ironie. Mais à partir des années 1960, un tournant majeur est enclenché. Nous sommes en 1969 et le paléontologue John Ostrom décrit dans 2 études un nouveau dinosaure carnivore, Deinonychus antiropus. C'est le dinosaure qui servira de modèle à Spielberg pour les raptors de Jurassic Park. Ostrom va ensuite réexaminer les spécimens connus d'Archaeopteryx et les comparer à Deinonychus dans une étude en 1976. Il est alors frappé par les similitudes entre le membre antérieur de Deinonychus, d'Archaeopteryx et des oiseaux modernes. Mais surtout, il démontre enfin la présence de clavicules chez les dinosaures, en identifiant notamment la fourchette d'Oviraptor qu'Osborn avait loupée. L'hypothèse dinosaurienne revient donc sur le devant de la scène et en force. Je suis revenu. Mais voilà qu'en plus de ces nouveaux fossiles,
La cladistique phylogénétique, nouvelle méthode de classification, fait son entrée dans le débat dans les années 1980. Cette méthode permet de construire les liens de parenté entre les organismes en étudiant la transformation des caractères. La cladistique permet donc de savoir qui est le plus proche de qui sur la base de caractères partagés entre descendants issus d'un ancêtre commun. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers cette vidéo d'Entracte Science. Et de toutes les hypothèses sur l'origine des oiseaux, seule l'hypothèse dinosaurienne résiste au test de la cladistique. La fin des années 1990 et les spectaculaires dinosaures à plumes chinois apportent de nouvelles preuves qui enfoncent encore davantage le clou faisant des oiseaux les derniers dinosaures. Et voilà, le consensus scientifique est à présent établi. Petite anecdote, Jurassic Park aura même pris un peu d'avance, puisqu'il leur a présenté l'idée de l'origine des oiseaux comme la plus probable, et cela quelques années avant la publication des premiers dinosaures à plumes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le lien dinosaure-oiseau, je vous renvoie vers cette vidéo de Valéoraptor. Et bien voilà, cette rétrospective touche à présent à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager, à la commenter. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve pour de prochains épisodes.